bonjour à tous. On va passer au Paléo Actu. Voilà, vous avez le Gixosaure. Ah, il ne bouge pas, hein, c'est pas un PNJ tuber. Alors, je vous mets le son quand même. Tylosaurus rex, T-Rex for short. When I was a graduate student at the American Museum of Natural History's Richard Gilder. Voilà, donc j'ai eu les infos en premier d'abord sur Insta. And I discovered a mosasaur that didn't look quite like the rest of them. The specimen that jumped out at me was AMNH FARB 1543. It was labeled Tylosaurus prorigor. Most of the mosasaurs that are in the collection at the American Museum are from Kansas. This one, in part, stood out to me because it was from Texas, which I had never seen before. Its teeth were actually serrated. It was quite a bit larger than most of the other Tylosaurus mosasaurs. When I brought Je vais en parler après plus en détail. Je vous laisse d'abord les petites vidéos Insta en entier. He had also been noticing these differences in the mosasaurs in the collections in museums in Texas. After that point, we're like, okay, something's different, let's investigate this. Given that some of our T-Rex specimens preserve incredible brain cases, the bones that surround the brain, we were hoping to be able to CT scan some of these, but they're just too big. Instead, we had to surface scan them, which is still useful because then we can render them in 3D in animation software and actually light the models in specific ways to draw out the anatomical details that we're hoping to show in a way that's much clearer than a photograph. We named our new species Tylosaurus rex. It would have been an apex predator and it would eat anything and everything that it could. And that included other mosasaurs. One specimen had part of its face bitten clean through, and it actually healed as indicated by some bone regrowth around those injuries. So these animals were living very tough, very fast lives. This new species goes to show how important collections are at museums. You don't have to go out in the field to actually dig up new specimens to discover new species. Sometimes all it takes is a fresh look. Tylosaurus rex shows that every... Hop. Alors je vais vous mettre le son après, mais en gros pour résumer un petit peu ce qu'elle expliquait la dame, donc c'est Amelia Zitlov, donc qui est spécialiste des mosasaures. Et donc elle l'a pas découvert en allant sur le terrain. Enfin les spécimens existaient déjà. Voilà, ils étaient dans des collections de musées. Et comme elle dit, donc parfois en fait ça marche comme ça. La paléontologie, c'est pas toujours du terrain. C'est vrai que le premier truc qu'on peut s'imaginer c'est le terrain, mais des fois en fait, enfin il y a des spécimens, bah, ils sont trouvés, mais ils vont être soit mal identifiés, ou enfin après genre, enfin c'est avec les observations et tout, parce que c'est un travail aussi qui se fait à plusieurs, la paléontologie. Du coup, bah après des fois, en y observant un peu mieux. Voilà, on peut réussir à identifier des trucs qui n'avaient pas été identifiés avant alors que le spécimen est là. Ou des fois c'est possible aussi que juste il y a eu plein de fossiles qui ont été déterrés et puis bah, il n'y a pas le temps de s'occuper de tous, et donc il y en a qui peuvent rester comme ça dans un musée pendant des décennies avant que quelqu'un s'y penche dessus. Alors, the abbreviated version is absolutely T-Rex, so that's just so fun. So this is a brand new species of Tylosaurus, of course, that is absolutely enormous, with a length of up to 43 feet, which is of course quite a bit larger than other Tylosaurs that reach around 30 feet in length. So it was a pretty big lizard that was just swimming around in the late Cretaceous oceans. This is very exciting stuff, and it seems like there was also a very detailed analysis of a lot of Mosasaurus specimens that'll help get us a better understanding of these types of marine reptiles and how they lived and how they evolved and how they branched off into their different lineages. It's a very exciting discovery and one that I am just incredibly excited about. So yeah, there is a brand new T-Rex and it's awesome. A brand new T-Rex has just been described, but this one ruled the oceans. It's also not a dinosaur. This is Tylosaurus rex, an enormous tylosaur that is... Ok, je crois que c'est bon, le son il va s'enlever. Voilà, donc en fait, oui, ce qui est un petit peu marrant, c'est que ça fait T-Rex aussi, parce que, qu'on le résume, voilà, c'est Tylosaurus rex. Mais en fait... Enfin, du coup, j'ai écouté hier la vidéo de People Are Fish qui est ici, donc on va, je vais aller vous montrer des petits bouts, je vais aller résumer à partir des notes que j'ai prises. Ça dure presque 2 heures. J'ai aussi regardé le papier du coup de cette paléontologue. Il est disponible gratuitement. Je vais vous mettre les liens aussi au fur et à mesure. Hop.
Voilà. Alors par contre, bon, accrochez-vous à votre slip, hein, ça fait 82 pages. Et bah là c'est de la recherche pure, donc c'est pas du tout vulgarisé. Déjà là, dans la vidéo c'est un peu plus vulgarisé, et moi je vais essayer de résumer, voilà, je vais vous résumer tout ça et traduire en même temps. Et donc on va aller regarder un peu. Oui, c'est gentil de résumer, est-ce que tu pipes difficilement l'anglais? Bah c'est pour ça aussi, j'aime bien de temps en temps essayer de faire des paléo actu. Alors je le fais pas tout le temps parce qu'en fait ça représente quand même un sacré travail. Si vous voulez savoir, rien que pour juste pour ce thème là, donc c'est à dire que l'autre thème, je vais le faire un petit peu sur le tas, mais après il n'y a pas grand chose, parce que j'ai essayé de regarder vite fait. Ça m'a pris toute la journée. J'ai commencé genre vers midi hier en mangeant. J'ai fini, il était 18h. Voilà, donc je vais pas le faire tout le temps parce que c'est assez long, donc c'est du temps où je dessine pas par exemple. Et c'est assez énergivore quand même si c'est quand même très intéressant. Donc de temps en temps j'ai quand même envie de faire des lives comme ça où on va aller résumer et traduire de l'actualité paléontologique. Alors, lui, si je me souviens bien, c'est l'holotype de l'espèce Tylosaurus rex. Voilà, on peut dire aussi T-Rex, mais c'est vrai qu'il peut y avoir de l'ambiguïté. Et c'est pas le seul, il y en a pas que deux en fait qui s'appellent T-Rex. Amelia Zitlov explique dans la vidéo de People Are Fish qu'en fait il y en a à peu près une douzaine qui ont le nom résumé T-Rex, mais la plupart c'est des insectes. Et les gens sont pas trop au courant. Moi le premier, hein, je sais pas quels sont les insectes qui s'appellent T-Rex du coup. Mais bon voilà, maintenant vous savez. Enfin du coup maintenant je sais et vous savez. Ah mais non mais c'est super super cool de tomber sur l'actualité paléontologique. Ça m'arrive de plus en plus. En même temps aussi vu les comptes que je suis sur Insta. Ouais, je suis même des comptes de paléontologues directement. Bon après c'est surtout des infos en anglais. Donc je vais surtout avoir les actus paléontologiques des États-Unis. Alors, en vrai je vais mettre, je sais pas, je vais mettre, je vais mettre là, tiens. On va se mettre là avec ça en fond, ça va être pas mal. Après quand on descend, on a plein de photos par contre. Vous pouvez quand même regarder au moins pour regarder les images. Genre voilà, c'est l'holotype. L'holotype de Tylosaurus rex. Donc qui est appelé PMNS 8029. Voilà, des fois c'est des suites de lettres et de chiffres hein, pour les numérotations des spécimens. Des fois ils ont des prénoms. C'est souvent le cas en sciences, l'anglais est de règne. Oui, c'est un peu devenu la langue internationale. Et en même temps, ça permet en fait de rendre plus accessible. Parce que la plupart des gens apprennent l'anglais à l'école. Voilà, après je maîtrise pas non plus tout. Il y a des trucs où je peux avoir du mal, mais là pour l'instant ça va. Et puis c'est vrai que finalement je me dis mes cours d'anglais scientifique à la fac, bah, ça aura pas servi à rien. Je suis finalement bien content de les avoir eus. Je vais rester sur lui parce qu'en vrai on voit bien toutes les particularités, ça va être bien pour illustrer. Surtout voilà, on a son crâne. Donc c'est un mosasaure. Et là ici en blanc vous avez tout ce qui a été retrouvé en os de l'holotype, donc vous voyez qu'on en a pas mal. Et vous pouvez effectivement voir qu'on peut avoir une bonne estimation de la taille parce que on a quasi tout sa colonne vertébrale. Ce qui est en gris c'est du cartilage qui a pas trop tendance à se fossiliser. Alors ça peut parfois dans des conditions de préservation assez uniques, parce que bon il y a bien des trucs qui sont pas des os qui peuvent se fossiliser. Ça arrive d'avoir les poils, les écailles, les plumes dans certaines conditions. Mais là c'était pas le cas non plus. Après c'est quand même des fossiles qui sont assez bien préservés. On a quand même des détails de texture au niveau des os. Et en noir, en noir du coup c'est ce qui n'a pas été retrouvé. Donc on n'a pas sa palette natatoire arrière, on n'a pas non plus les doigts de sa palette natatoire avant. Il nous manque quelques côtes. Par contre voilà, le crâne est en entier, complet. Voilà, c'est quand même un assez beau spécimen.
Voilà, donc pour résumer, donc Amelia Zitlov, donc qui est une spécialiste des mosasaures, donc elle a été interviewée aussi donc par la chaîne Polar Fish ici, et donc elle a fait un document. Après, il n'y avait pas que elle dans ce document. Voilà, si on regarde les noms, donc on a Amelia Zitlov, on a Michael Polsin et Ronald Tikowski, donc ils étaient 3. La règle dans les articles scientifiques, parce que ça je l'ai appris à la fac pour mettre les noms, c'est à la fois donc d'abord tu mets les collègues féminins en premier, ensuite les collègues masculins, et sinon t'as aussi par ordre alphabétique du nom de famille. Là par exemple, s'il y avait une autre paléontologue qui avait travaillé dessus, c'est probable que son nom aurait été mis avant, parce que Zitlov ça commence par un Z. Je me remets sur l'holotype. L'holotype, c'est vrai, j'ai pas expliqué ce que c'est un holotype. Ça va être le spécimen qu'on va prendre comme référence pour l'espèce entière. Parfois c'est parce qu'il est très bien conservé. Là je pense que c'est le cas, on a quand même pas mal de choses. Voilà, c'est pas forcément le plus grand non plus, parce qu'il y en a un autre, le plus grand il s'appelle Bunker, et on va en parler après. Voilà, donc l'article il a été posté le 21 mai 2026, donc sur le site de l'American Museum of Natural History. Donc c'est assez récent, ça date pas d'hier non plus, mais voilà, ça date de la semaine dernière. Donc Amelia Zitlov, donc, elle est spécialiste dans l'History Museum at the Castle dans le Wisconsin aux États-Unis. Mais elle a fait son doctorat dans l'American Museum of Natural History, et c'est de là que vient sa recherche sur le Tylosaurus Rex. Mais Tylosaurus Rex, c'est un petit peu une découverte accidentelle, parce que c'était pas le but à la base de son papier. À la base, le but d'Amelia Zitlov, c'était d'étudier les différences entre les espèces de mosasaures et de comparer notamment les critères de distinction entre des espèces différentes et les critères de distinction entre des individus d'une même espèce, pour justement essayer d'y voir plus clair. Et voilà, ça a plutôt le but est plutôt de créer une méthodologie en paléontologie, d'améliorer les méthodologies actuelles pour pouvoir mieux s'y retrouver, mieux classer. Puis c'est important pas que pour les mosasaures, mais après le choix des mosasaures ici c'est parce qu'il y en a eu plusieurs de retrouvés, notamment quand même en bon état de conservation. On a plein de spécimens, on en a des presque entiers, donc c'est plus simple de commencer par là. Donc dans l'article on retrouve de la phylogénie, ce qui est un petit peu le but à la base, de modifier une méthodologie. Elle a ajouté donc 50 traits descriptifs et fait une refonte des traits descriptifs déjà existants, ainsi qu'une réactualisation du coup de la grille de critères qui était créée par Bell en 1997. Et avant donc la révision, il y avait des traits descriptifs qui étaient soit sous-estimés, soit manquants, donc ça permet d'y voir plus clair. Donc on y retrouve aussi une étude ostéologique détaillée. Donc il y a eu des mesures qui ont été effectuées et des tests statistiques pour montrer justement les différences significatives entre les espèces. Notamment, alors je vais là on le retrouve, notamment un test ANOVA. Donc ANOVA c'est un test statistique pour comparer plusieurs moyennes, enfin plus de 2 moyennes, afin de savoir si les différences des moyennes sont dues au hasard, juste par le fait du hasard, ou si c'est vraiment significatif. Et là en l'occurrence le test ANOVA est concluant, donc ça veut dire que c'est significatif les différences qu'on retrouve entre Tylosaurus rex et les autres espèces de Tylosaurus. Et donc avant ils étaient là dans les Prorigers. Je vais me remettre là parce que c'est pas mal. Alors petit point sur les mosasaures en général. Donc je vais mettre ok 12 minutes 15, donc on va attendre un peu. Là on a le modèle qui vient de Pass of Titan.
of Titan, on va en parler à la fin. Voilà. Ah ouais, j'utilise aussi les infographies. Hein. Donc pour les mosasaures, ils ont vécu durant la fin du Crétacé, donc entre il y a moins 100 à moins 66 millions d'années. Donc voilà, ils ont disparu avec les dinosaures non aviens. Mais ils sont apparus vraiment sur la période des dinosaures sur la toute fin. Ce sont les plus grands des squamates connus, et ce sont des prédateurs ultimes. Donc en anglais, ils disent Apex Predator. Je suis pas sûr de comment on pourrait traduire ça. Je pense que prédateur ultime, c'est peut-être le mieux. Donc ils étaient présents dans tous les océans. On en retrouvait aussi bien dans les eaux salées que dans l'eau douce. Ces animaux-là, ils respirent de l'air. Voilà, ils remontent pour respirer. Et ils sont vivipares, donc ils accouchent. Il y a eu des fossiles qui ont été retrouvés où on voit des mosasaures enceintes. Alors, je vais me déplacer un petit peu. Donc il y a 4 grands clades qui sont plus connus chez les mosasaures. Donc on retrouve les mosasaurinés. C'est là notamment où on a Mosasaurus, voilà, comme vous pouvez voir ici. Donc Mosasaurus qui est l'un des plus connus quand même. Notamment Mosasaurus hoffmanni qui est le plus connu. Il y a aussi donc les plioplatécarpinés, donc là ici. Et les tylosaurinés, donc c'est ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Et aussi les anisaurinés. Donc ils ont développé tous des palettes natatoires de manière indépendante. Donc ils ont bien un ancêtre commun, tous les mosasaures. Après voilà, c'est pour être plus précis, ce serait plutôt mosasauroïde. Mais quand on dit mosasaure, on comprend aussi. Donc ils ont un ancêtre commun, mais pourtant les palettes natatoires, ils l'ont développé indépendamment entre les groupes. Donc c'est de la convergence évolutive. Alors pour les tylosaurinés, leur particularité par rapport aux autres mosasaures, c'est qu'ils ont une extension de la mâchoire édentée. Et c'est pour ça qu'ils ont ce nom de clade, parce que tylosaurinés, ça veut dire lézard poignet bouton. Parce que ça fait penser à une poignée de porte. Donc je vais revenir sur l'holotype. Là vous voyez c'est ça. C'est ça la fameuse poignée édentée. Donc en fait il y a une petite extension de la mâchoire ici. Parce que là les dents elles s'arrêtent par là. Et là il y a une petite extension osseuse. Ils ont une longue queue par rapport à leur corps. Ils ont des membres qui sont peu ossifiés. Donc là notamment on voit que c'est plutôt du cartilage. C'est pas de l'os ici. Et c'est les premiers dans les clades de mosasaures à devenir géants. On retrouve des individus qui dépassent les 8 mètres de long. On en retrouve des espèces dans différentes régions du globe. Il y en a en Amérique, en Europe, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, en Antarctique. Mais là où ils sont le plus fréquents, c'est en Amérique du Nord, dans la Western Interior Seaway. Et sinon, donc pour Tylosaurus rex, donc je vais rester sur l'holotype, c'est bien. Donc cet holotype-là, PMNS 8029, il a été découvert à l'automne 1979 par la famille Newman, qui était en train de naviguer le long de la côte est du lac Ray Hubbard, près de Dallas, dans le Texas. Donc ils sont d'époque campagnien. Plus précisément, leur date est estimée entre moins 80 à moins 79 millions d'années. Donc on les retrouve principalement au Texas, mais il y en a aussi certains qui ont été retrouvés dans le Kansas. Pour la longueur, le plus petit individu retrouvé de Tylosaurus rex mesure 7,70 m et le plus grand 13,20 m. Ils ont une mâchoire et un cou plus musclés que les autres Tylosaurus. C'est des macro-prédateurs, donc en gros ça veut dire qu'ils chassent de grandes proies. Et comme la paléontologue nous le dit dans l'interview de People Are Fish, pour faire simple aussi, donc en fait tout ce qui pouvait rentrer dans leur bouche, ils le mangeaient quoi. Et ils ont aussi comme particularité des dents dentelées, mais ça on retrouve aussi chez d'autres groupes de mosasaures, mais cela dit c'est pas très fréquent. Ils ont aussi les dents qui s'entrecroisent.
Et notamment par rapport aux dents dentelées, on retrouve justement une convergence avec d'autres mosasaures géants comme Mosasaurus. Alors, pour la vidéo, donc c'est à 41 minutes où il y a cette image-là, pour vous montrer les dents dentelées. Alors ce sont des dents dentelées assez particulières, parce que la paléontologue nous explique que normalement quand on parle de dents dentelées par exemple chez les dinosaures, ça va former vraiment comme des petites dents sur les dents, ça forme des sortes de picots. Mais là c'est pas exactement le cas, mais c'est pas crénelé non plus. C'est une forme de... Enfin c'est une forme assez particulière qu'on retrouve chez le mosasaure. Et donc là c'est vraiment ça, c'est le bord de la dent que vous voyez. Et vous voyez effectivement là qu'il y a des sortes de petites couronnes. Et Charquelon frémit. Effectivement, ça pouvait bouffer des tortues. Hein. ça pouvait s'attaquer à d'autres mosasaures. C'est ce qui a été expliqué dans la vidéo résumée sur Instagram. Non, c'est un prédateur ultime. Et Rex, parce que c'est le plus grand du coup. Alors c'est pas non plus exactement le plus grand des mosasaures. Enfin c'est kiff avec les mosasaurus. Sauf que les mosasaurus en fait, ils ont été étudiés sur des spécimens beaucoup moins complets, avec beaucoup moins conservés globalement, et donc c'est très spéculatif la taille estimée des mosasaurus. Alors que là pour le coup, alors ça reste une estimation parce qu'il manque des os notamment, enfin il manque des vertèbres sur les spécimens. Mais ils sont quand même suffisamment complets pour être pas trop loin au niveau de l'estimation. Donc pour le coup c'est les plus grands dont on est sûr, à peu près de la taille. Donc ils ont été décrits à partir d'une douzaine de spécimens plutôt bien conservés. Donc il y avait des squelettes partiels, des crânes, et comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait même la texture visible sur les os, beaucoup de détails. C'est une des descriptions les plus complètes sur une seule espèce de mosasaure. Le plus grand spécimen, il est surnommé Bunker, et c'est celui qui mesure 13,20 m de long, dont 1,70 m pour le crâne, et justement pour les images... Alors comment la paléontologue sait que son crâne mesure pile 1,70 m? C'est parce que c'est sa taille. Et le crâne de Bunker mesure sa taille. Je crois que c'est bon. Hop. Ouais, c'est Bunker. Ah, il porte bien son nom aussi. Hein. Et du coup, donc, Tylosaurus Rex est le plus long des Tylosaurus. Parce que le précédent, c'était Proriger, qui est maintenant actuellement estimé donc, pour les individus entre 3,90 m pour le plus petit et 9,50 m pour le plus grand retrouvé. Et avant, Tylosaurus Proriger et Tylosaurus Rex, ils faisaient partie, ils étaient comptés comme une même espèce. Sauf qu'au niveau des endroits où les spécimens de Tylosaurus Rex ils ont été découverts, il y avait plusieurs indices qui collaient pas trop et qui portaient à réfléchir. Ils étaient plutôt concentrés dans le Texas et le Kansas. C'est surtout que les autres Proriger, ils sont moins retrouvés dans le Texas, et c'était surtout dans des roches beaucoup plus récentes par rapport à Proriger. Après, la datation, comme Amelia Zitlov nous explique, ça reste assez compliqué, parce qu'on est sur des spécimens qui ont été découverts il y a des décennies, les collections de musées. Et les informations sur les deux découvertes, elles sont pas toujours très précises. Donc il manque un petit peu de contexte stratigraphique qui pourrait permettre de dater ça plus efficacement. Alors... Alors, je vais afficher les images parce que là, il y a les images des similarités et des différences entre Tylosaurus Rex et Tylosaurus Proriger. Là, notamment, voilà, on retrouve les similarités.
Les dents dentelées, ils l'ont aussi avec Proriger. Le truc, l'extension de la mâchoire en forme de bouton, ils l'ont aussi, mais ça c'est globalement tous les Tylosaurus qui l'ont. Les dents qui s'entrecroisent aussi. Et après il y a des os un peu similaires. Mais il y a aussi du coup des différences. Donc on va passer un peu là pour les différences. Ouais, c'est à 37 minutes. Voilà, les différences. On en retrouve quand même, genre, il y a des petites différences. Et notamment au niveau de la morphologie de l'os carré, mais ça on va y revenir plus tard. Au niveau du frontal aussi. Et après, bon, j'ai pas retenu tous les noms des os, hein, ça dépasse, ça dépasse mes connaissances. Mais du coup, par contre, qu'est-ce qui nous permet de dire que Proriger et Rex, ce serait pas finalement deux stades de développement différents? Parce qu'on voit quand même que les tailles des deux espèces s'entrecroisent. Et on sait aussi que les juvéniles, ils ont pas exactement le même aspect que les adultes. Et que les os et les muscles, ils peuvent se développer. Parce que Rex, par rapport aux autres Tylosaurus, il a des muscles au niveau du cou et de la mâchoire plus développés. Ouais, il était plus puissant. Et bien en fait... Alors... La bonne infographie. C'est bon. Voilà, il y a l'explication ici. Ben là, je vais vous mettre le son pour le coup. So we could test this. And what's really cool is that even though there's development of these processes, they're still present in the littlest ones where they overlap in size with Proriger. So this figure has Tex up top. These are all quadrates. You're looking at them from behind. Lower left are Proriger. This is Hanosaurus bernardi. It's a European one. We'll put a pin in him for now. And then you have Kansasensis and Diplodocus, which are both Kansas Niobrara specimens. We're not really going to focus on them. But here you can see that in the smallest Tex and the largest Proriger, there's already a difference in shape of that condyle, of the bottom part of the bone. Even though the process isn't fully developed yet, you can see it grow as the animals get larger. It's never there in Proriger. Not ever. That surface is flat. So it's pretty clear. It's clear that that's a character of Tex that defines it, which is pretty awesome. And it's present in Hanosaurus, which is also a later divergent, more derived. Voilà, donc je vous ai laissé un petit peu, donc je vais vous traduire ça. Et sinon, coucou du coup et bienvenue à toi, 1000 Series. Voilà. Donc là, c'est de l'anatomie de Mosasaur. On est plus sur les reptiles marins. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, en fait, celui qui a été décrit, si on résume, il s'appelle aussi T-Rex. C'est le nouveau T-Rex, mais c'est pour Tylosaurus Rex. Et du coup, donc, hier, j'ai été regarder la vidéo d'interview de la paléontologue spécialiste des mosasaures Amelia Zitlov. Donc ça, c'est sur la chaîne de People Are Fish. Tiens, d'ailleurs, je vous ai pas mis le lien. C'est vrai que j'ai dit que je mettais les liens au fur et à mesure. Voilà. C'est chose faite maintenant. Donc j'ai regardé la vidéo, j'ai pris des notes à côté, donc j'ai mes notes devant moi pour pouvoir vous résumer un petit peu ça, essayer de vulgariser un peu plus et surtout traduire en français. Et j'ai aussi regardé son document de recherche. J'ai pas tout lu, je vous avoue, parce que ça fait 82 pages et il y avait des termes, enfin au bout d'un moment donné il y avait des descriptions très techniques de chaque os des Tylosaurus. Mais il est disponible gratuitement. Hop, je vous le remets aussi, vous pouvez le télécharger à partir de là. Alors du coup, donc la question c'était comment on peut dire que Proriger et Rex c'est pas deux stades de développement différents? Et ben en fait, on remarque au niveau de l'os carré, donc qui est appelé le quadrate. C'est un os qui est situé à l'arrière du crâne. Et ben même si en fait il est pas parfaitement développé sur les juvéniles de Rex, on peut voir des ébauches de la structure finale. Genre là on voit comment ça se développe.
Notamment là on voit des petites protubérances au niveau du quadrate. Et si on compare avec Proriger, en fonction des tailles et tout, bah, on ne voit pas ces protubérances là. Donc, et là ça c'est les plus grands des Proriger, là c'est les plus petits des Rex. Donc on est sur des tailles identiques. Donc si on remarque deux spécimens avec la même taille mais qui se ressemblent quand même pas. Bon après, les Tylosaurus, globalement ce qu'Amelia Zitlov nous explique, c'est qu'on regarde de loin on a l'impression qu'il n'y a pas de différence et que ça se ressemble. Donc c'est vraiment en regardant chaque os. Donc c'est un travail énorme quoi qui a été fait. Ah oui, tu m'en veux pas de pas avoir tout lu. Bah, j'ai passé quand même la journée à aller prendre des notes et tout sur ce sujet. Après, je vous fais un peu un exposé comme si j'étais à la fac. C'est vrai que ça c'est des trucs qu'on faisait ça à la fac, de regarder des conférences en anglais. C'était plutôt dans les cours d'anglais scientifique justement ça, les conférences en anglais, de devoir les résumer après. Sauf qu'on devait les résumer en anglais aussi, donc là je résume en français, ça c'est le but. Faire des résumés aussi d'articles scientifiques. Oui donc voilà, c'est si on prend deux individus de la même taille et qu'on voit que les os ont pas la même morphologie, bah c'est que c'est pas lié à des stades de développement, c'est que c'est vraiment deux espèces différentes. Et du coup donc pour comprendre aussi un peu mieux les mosasaures, donc il y a de l'anatomie comparée qui est fait avec les varans, parce qu'ils ont une morphologie du crâne qui est assez proche. Et c'est également des squamates. Voilà, les mosasaures, ce ne sont pas des dinosaures, ce sont des squamates. Dans les squamates, on retrouve tout ce qui est lézard, on retrouve voilà, bien sûr les varans, mais aussi les serpents. Et moi j'aime bien dire pour résumer que finalement c'est un peu des serpents de mer. Mais après, en fait, c'est encore sujet à débat sur qui est le cousin chez les squamates le plus proche des mosasaures. On sait pas encore si c'est les varans et les serpents. C'est remis en question ça. Enfin, il y a beaucoup de questions entre lequel des deux finalement. Mais bon, dans les deux cas, les deux sont des cousins quoi. Voilà, ça c'est un crâne de varan. Ah, tiens, hop. Voilà, je vais laisser justement les images défiler. Ah voilà. Voilà, on voit au niveau donc des crânes de varan, donc ça permet un petit peu de voir justement comment pouvaient se placer les muscles, quelle taille ils ont. Donc voilà, en paléontologie, on fait beaucoup d'anatomie comparée. On va comparer avec des espèces qui sont soit genre leurs cousins phylogénétiquement, et ça c'est ce qui est plus pratique, soit si on les a plus, on va aussi regarder leur équivalent écologique et morphologique, comme c'est le cas avec les ichthyosaures, où on va regarder un peu sur la morphologie des thons, des requins à nage cuniforme et des cétacés à dents. Alors, pour la conclusion, là je vais mettre la vidéo avec le son et je vais vous résumer après. Ah bah tiens, c'était là l'image que je cherchais de base de toute façon. Genre c'est vers 26-54 à peu près. Are making them convergently similar to varanids or to snakes. But then beyond that, like I mentioned earlier, it's looking more and more like these things independently evolved marine adaptations multiple times. Ah oui, ce qui rend compliqué, c'est vrai, le fait qu'on sait pas trop s'ils sont plus proches des serpents ou des varans, c'est qu'on est sur des animaux qui ont développé des adaptations à la vie aquatique. Genre notamment, voilà, ils ont des palettes natatoires, enfin ils ont un corps qui est fait pour nager. Et c'est pas le cas des varans et des serpents. Après, cela dit, il me semble qu'il y a quelques serpents marins. Par contre, si je dis pas de bêtises, on va aller vérifier. Alors, il y en a forcément dans la mythologie. Il me semble qu'il y a quelques serpents qui peuvent aller dans l'eau de mer. Ah bah c'est bien, on tombe pas sur la mythologie, on tombe vraiment
Voilà, c'est un peu à ça que je pensais. Les hydrophinés sont une sous-famille de serpents venimeux de la famille des élapidés qui peuplent les environnements marins pendant la plupart ou la totalité de leur vie. La plupart sont largement adaptés à une vie pleinement aquatique et sont incapables de se déplacer sur la terre. Bah voilà. Voilà, il y a réellement des serpents marins. Alors non, c'est pas le bon truc. Là, ici. Whether or not that's really true is all fully dependent on their relationships, on how these trees are arranged and how we're reading them. Yeah, so it's pretty important more broadly. And I mean, now it's published, I can say, like, I have this little line here. When I gave this talk before, I don't think it was, but just about how this isn't unique to Tylosaurus. And I don't even mean that it's unique to mosasaurs, but I think it's a problem more broadly in vertebrate paleontology. I'm going to specify reptile paleontology. I don't know what's going on in the mammal world, but they've got teeth, and that seems to work pretty well for them. So, but case in point, we just had Nanotyrannus come out last fall, or whenever that was. Yeah. Voilà, donc en gros, ce qu'elle explique, c'est que pour conclure, la diversité des mosasaures, elle est sous-estimée et ça biaise notre compréhension des mosasaures. Mais c'est pas le cas que chez les mosasaures, c'est globalement chez le cas de la plupart des vertébrés fossiles, notamment les reptiles. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans l'histoire de la paléontologie, il y a eu l'épisode de la guerre des os, donc avec Cope et Marsh qui étaient en train de faire un peu la guerre de qui va avoir le plus grand nombre de découvertes. Et le problème, c'est qu'ils speedrunnaient un peu la paléontologie dans cette période. Ils allaient fouiller direct, aller nommer le plus de spécimens possible, mais il n'y avait pas de double vérification derrière pour savoir s'il n'y avait pas déjà quelqu'un qui avait trouvé ce spécimen et l'avait déjà nommé. Ce qui fait que, résultat, on s'est retrouvé avec plusieurs fois, les mêmes espèces nommées plusieurs fois. Donc ça faisait que c'était le bazar. Plus tard, il y a des paléontologues qui ont tenté de mettre de l'ordre en regroupant des spécimens sous une autre espèce. Mais le problème, c'est qu'ils sont allés trop loin. Et du coup, ils ont fini par regrouper des individus qui étaient un peu trop différents, comme si c'était une même espèce. Et le problème, c'est que ça a gommé toute la diversité. Alors que quand on regarde actuellement, qu'on regarde sur les animaux vivants et tout, on a une diversité quand même biologique assez importante. Et donc pourquoi ça aurait pas été le cas avant? Alors après oui, il y a le biais de la fossilisation qui fait que de toute manière, même si on remet de l'ordre dans ça va être... on va avoir une sous-estimation de la diversité réelle des différentes espèces. Parce qu'il y a des espèces dont on ne saura jamais l'existence parce qu'aucun individu n'a été fossilisé. Voilà, c'est le bazar, comme tu dis, Echa. Ah non, la pub, bon, je pense que quand elle va commencer, je vais faire attention. Alors. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de distinguer ce qui fait les différences intraspécifiques par rapport aux différences interspécifiques. Donc intraspécifique, ça veut dire entre les individus d'une même espèce. Interspécifique, c'est entre des espèces différentes. Ah, et petit point jeu vidéo aussi, donc petit fun fact pour la fin. Tiens, je vais mettre... tiens, le timecode c'est à 1h28, donc ça va être surtout pour les images, parce que je vais résumer en français. Là, voilà, avec Pass of Titan. Voilà, comme ça on le voit un peu mieux après. Donc la paléontologue nous explique qu'au moment où elle travaillait sur sa recherche, il y a le jeu vidéo Pass of Titan. Enfin, les développeurs derrière étaient en train de chercher à ajouter des Tylosaurus dans leurs espèces de mosasaures. Et donc ils étaient en train de chercher à faire des Tylosaurus. Et Amelia Zitlov les a contactés pour leur proposer du coup de mettre une nouvelle espèce. Enfin, elle les a contactés, elle leur a envoyé un mail pour dire qu'elle était en train de décrire une nouvelle espèce de Tylosaurus. Et que, s'ils voulaient bien, ils pouvaient l'ajouter dans le jeu. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont fait un modèle 3D de Tylosaurus Rex.
Et enfin voilà quoi, dans le jeu vidéo aussi on peut avoir du paléo art et puis de toute façon voilà, il y a une communication entre paléo artiste et paléontologue. Et là vous le voyez notamment voilà, le modèle du jeu. Alors je connais que deux noms, je crois que ce jeu c'est un jeu multijoueur où tu peux incarner l'espèce, enfin une espèce de ton choix et être après avec d'autres gens. Par contre il est pas sur Steam. Mais bon si jamais il y a des gens voilà, qui aiment bien, voilà, sachez que vous pouvez être un Tylosaurus Rex dans ce jeu. Je vais aller défiler un petit peu là dans les photos d'os parce qu'on a des photos vraiment pas mal dans cet article. Là vous voyez les dents. Puis il y a la description à côté qui est très technique. Pour le coup, j'ai pas les capacités de comprendre. Je sais même pas le nom de tous les os. Et du coup, j'ai pas les capacités non plus de vous expliquer et de vous résumer. Bah après, on reste quand même sur un article qui est fait pour parler méthodologie. Ça va être fait justement pour aider la classification en paléontologie plus tard et aider à la description des espèces. Et finalement, le Tylosaurus Rex, c'est juste un prétexte. Enfin, même les Tylosaurus sont juste un prétexte. Et enfin, le Tylosaurus Rex est un heureux hasard. Ah oui, ça c'est l'imagerie numérique pour pouvoir voir mieux les détails des os. C'est des os qui ont été scannés. Donc pour ceux qui étaient là ou qui ont vu la rediff de quand j'étais en train de parler paléontologie en jouant au jeu du paléontologue avec la science tout simplement, eh bien mon collègue vous avait expliqué que lors de son stage dans un laboratoire de paléontologie, il avait justement scanné un Sarcosuchus. Et du coup, voilà, ça permet après d'avoir un modèle numérique et de pouvoir justement incliner la luminosité, enfin la source de lumière comme on veut. Ça permet de voir mieux des détails par rapport à des photographies. Donc voilà, vous avez plein d'os. Hein. Ah, encore des dents. Donc on va passer à la prochaine actu, donc je vais pouvoir aller supprimer un petit peu des trucs. Hop, 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 on va faire un peu d'espace. Donc là, la vidéo. On va parler des glandes à sel chez le spinosaure et là j'ai pas vraiment trop de notes, donc je vais découvrir un peu en même temps que vous. Voilà, parce que voilà, j'ai regardé un peu vite fait hier. Donc ça vient d'un article qui a été publié le 22 mai 2026 sur Taylor & Francis, donc par Co et al. Par contre le problème c'est que c'est un article payant. Et bon, disons que je vais pas non plus dépenser presque 60 balles pour un article où il y a plein de trucs que je vais pas comprendre parce que je ne suis pas chercheur non plus. Donc on va se contenter un petit peu de ce qu'on a. Il y a eu des résumés qui ont été faits sur Instagram. Donc on va regarder ça et puis je vais traduire après. Voilà, c'est pas... Enfin j'allais dire c'est un petit article, c'est surtout... Bah voilà, on a le résumé ici. Donc, je vais vous le lire en anglais et après je vais vous le traduire. Avian-like salt gland in Spinosauridae. Despite their exceptional diversification on land, non-avian dinosaurs barely exploit the marine realm. The contrast with birds, which have successfully adapted to the marine environment several times since the Cretaceous, one morphophysiological novelty driving bird adaptation to high salinity habitats was the evolution of supraorbitally placed salt glands, convergently acquired only by marine iguanas, among others sauropsid. Also, putative osteological correlates of the salt gland were suggested for some non-avian dinosaurs. Robust evidence of the CCG in Dinosauria is currently restricted to the Eornithocine birds. Here we report the osteological correlate of the CCG and its excretory duct in the non-avian dinosaurs clade
Spinosauridae. The Spinosaurid CCG was unique among large-bodied predatory dinosaurs and evolved independently from birds in the ecological specialized Spinosaurid lineage, which exploit brackish conditions. Comparison with birds and marine iguanas suggests that autapomorphic traits gained along Spinosaurid craniofacial evolution result in an abbreviate orbito-naral distance and acted as expectation for the migration of the nasal gland to the supraorbital position. The limited exploitation of the marine realm by non-avian dinosaurs could have been conditioned by contrast in their craniofacial architecture, which limite the evolutionary plasticity of the osmoregulation gland. Donc, ce que le résumé nous raconte, c'est que malgré que les dinosaures ils soient très diversifiés sur la Terre, les dinosaures non aviens n'ont pas trop exploité l'environnement marin. Par contre, donc on remarque aussi que les oiseaux marins, ils ont une adaptation aux environnements très salés. Donc ils ont ce qu'on appelle des glandes à sel. Donc les glandes à sel, ça leur permet en fait d'extraire le sel, parce que sinon en fait, ils ont le bec dans l'eau, ils mangent des poissons qui sont eux-mêmes salés. Donc au bout d'un moment donné, le sel s'accumule dans l'organisme, et avoir trop de sel à l'intérieur de soi, c'est un peu toxique. Donc ils ont ces glandes au niveau du bec pour pouvoir extraire les cristaux de sel. Enfin, littéralement, en fait, ce qui coule, les oiseaux, ils ont une goutte qui coule du bec, et en fait, c'est de la saumure, quoi. C'est de l'eau très très salée. Donc voilà, ça leur permet d'avoir moins de sel après à l'intérieur d'eux. On retrouve aussi ça, c'est les iguanes marins. Donc voilà, c'est une adaptation au milieu très salé. Donc ils ont retrouvé des preuves plutôt concluantes de la présence de ces glandes à sel chez les dinosaures non aviens. Enfin, genre avant ça ils ont retrouvé chez des dinosaures aviens, genre depuis le Crétacé. Après nous avions au moins Hesperornis comme oiseau marin à l'époque des dinosaures. Ils ont des problèmes de tension, les pauvres, avec tout ce sel. Bah justement non, grâce aux glandes à sel, ça leur permet d'extraire du sel. Voilà, Hesperornis, qui était un oiseau marin, donc qui ne volait pas. Tiens, il est classe ce Paléoart. Donc jusque là ils en avaient pas trouvé chez les dinosaures non aviens, et c'est un truc que j'ai vu plusieurs fois revenir en commentaire. Enfin c'est surtout les gens des fois dans les commentaires Instagram, quand ils essayent de résumer un peu vite fait pour dire comment faire la différence entre reptiles marins et dinosaures, et souvent ils ont le mot facile du les dinosaures marins ça existe pas, ce qui du coup était déjà de base faux parce que les oiseaux sont des dinosaures. On a des exemples d'oiseaux marins, mais ensuite même si on prend en compte que en disant dinosaures ils veulent dire juste dinosaures non aviens, et ben maintenant ce n'est plus vrai comme moyen mémotechnique. Parce que du coup des preuves de glandes à sel ont été retrouvées chez des spinosaures, ce qui témoigne qu'en fait il était adapté du coup à l'eau de mer. Donc ça veut dire qu'il passait beaucoup plus de temps en mer que ce qu'on pensait. Donc c'est assez important comme information, ça permet d'en savoir plus sur son comportement probable. Et donc après... Alors, hop, je vais avoir le début. Exciting Spinosaurid news. It seems like on some Spinosaurid specimens, salt glands have been identified, which is pretty cool because it's something that could offer some insight about how Spinosaurids would live their day-to-day life. That's a topic that's obviously pretty controversial. There's a lot of debates going around about how exactly they would live their day-to-day lives. Now, what's interesting about these salt glands is that they do seem to be pretty similar to the salt glands that are found on many modern-day avian dinosaurs, those being, of course, the birds. They're also very similar to the salt glands that are found on marine iguanas.
Now, this is something that could help us understand this family a little bit better, because now it seems like they were spending at the very least a decent amount of time around salt water. If they had something like this that was obviously very, very beneficial in that kind of environment. The exact reason why they needed salt glands is of course not entirely known, but it seems like we are like one step closer to solving some of the Spinosaurid mysteries, which is something that I am always very excited about because it is a very mysterious family and one that I desperately want to know more about. So yeah, very cool discovery indeed. We have some pretty exciting Spinosaurid. Bon, globalement en fait c'est la même chose que ce que j'ai dit, sauf que lui il a réussi à trouver des images. Alors, oui, pour les reins aussi, c'est vrai que c'est pas fou. c'est pas fou le sel. Glande à sel, c'est le vrai mot d'ailleurs. T'es un peu surpris de l'avoir jamais entendu comme insulte. Bah c'est sale glande. Sale glande, donc si tu traduis ça fait glande à sel. Mais justement on va aller regarder un peu sur le wiki la glande à sel comme ça. Même moi ça va me remettre un petit peu dedans. Parce que même si j'ai des vagues souvenirs d'en avoir entendu parler durant les cours de biologie à la fac, ça date un peu. Bah tiens voilà, il y a un schéma justement avec un oiseau marin. Donc la glande à sel qui se situe du coup au-dessus de son orbite. Donc il y a le canal justement pour aller sortir l'eau salée. Et il y a un petit trou ici, voilà, pour que ça passe. Donc là ça c'est le schéma. On va regarder, bah tiens, Wikipédia, voilà, c'est simple. Les glandes à sel sont des organes, alors, chez les élasmobranchies. Les élasmobranchies, sous-classe de poissons cartilagineux. Ok, donc les poissons cartilagineux tels les requins et les raies en ont aussi. Quelques reptiles, les oiseaux marins et quelques oiseaux terrestres vivant dans des milieux très secs, comme les géocoucous, participent à l'osmorégulation interne. Ces glandes jouent un rôle actif en contrôlant le taux de sodium et potassium du sang et permettent ainsi son élimination via une solution concentrée. Le sang passant au contact des cellules de ces glandes se trouve dessalé par un processus tout à fait comparable à celui qui préside au dessalage de la sueur, qui précède au dessalage de la sueur, ce qui permet d'excréter le surplus de sel. Ces animaux peuvent ainsi ingérer de l'eau de mer avec leur proie. Bah tiens, c'est vrai que finalement on a un peu une adaptation nous aussi. C'est vrai qu'effectivement notre sueur est salée. Alors, non mais des fois quand tu sues du front, t'as une goutte qui te tombe dans la bouche. Voilà, j'ai pas léché volontairement de la sueur. Allez pas vous imaginer des trucs. Mais effectivement ça a un goût salé. Et oui du coup oui en fait quand on sue on perd du sel aussi. Mais sauf que voilà les oiseaux ça ne transpire pas. Donc eux voilà, ils ont une glande au niveau du bec. Bon, un strapontin. Ah oui, d'utiliser des trucs comme insulte. Oui, ça a l'air plutôt bénéfique d'avoir une glande à sel. Ma petite glande à sel, chérie. Oh là là, les disquettes là dans le chat. On va regarder ce que c'est un géocoucou après, ça a l'air incroyable, bien sûr. On va regarder juste l'image, hein, on va pas se perdre plus. Voilà le géocoucou. Les humains peuvent faire ça. Alors on n'a pas de glande à sel, mais ils ont expliqué que c'était similaire au... Enfin, je pense que c'est quand même plus performant chez les oiseaux et les iguanes marins. Ça a l'air quand même d'être plus performant leur système, mais nous, on perd du sel dans notre sueur. Et là ici, on a Marcos Pinheiro. Donc qui a mis aussi certaines figures et illustrations de l'article. Je peux pas accéder au contenu directement de l'article. Donc là ça permet de voir un petit peu plus en détail. Donc en gros sur l'os de ce que je vois en fait ils ont pu voir un peu l'empreinte de la glande à sel. Et j'ai pas trouvé quel spinosaure en particulier, sur quel spinosaure ça a été retrouvé. Mais si on en croit l'infographie ici, avec la petite crête comme ça a l'air d'être Spinosaurus aegyptecus, donc le plus connu. Vu que t'es un phénix, tu savais pas, tu notes. Tu veux savoir si t'as une glande à sel? On a de ces discussions, nous. C'est tout à fait possible que le coucou soit devenu ton nouveau piaf préféré. C'est vrai qu'il est un peu classe avec sa petite crête. Le géocoucou.
Donc ça, c'est l'article que je vous ai montré. Là, on a encore des extraits de l'article. Alors, Osteological Correlate... Ah oui, ils ont retrouvé une corrélation au niveau des os entre des oiseaux marins, du coup, qui ont la glande à sel, avec, du coup, l'endroit où il y a les canals, justement, pour le sel. Ah non, alors ça, c'était les serpents de mer. Attends, on va revenir sur les glandes à sel, s'il vous plaît. On va revenir sur le schéma des glandes à sel. Là. Voilà, donc en fait, ils ont retrouvé un peu l'empreinte similaire chez des oiseaux marins. Et du coup, chez Spinosaurus. Alors, c'est sur laquelle, Spinosaurus? C'est le A. Le A, c'est du Spinosaurus. Alors après, voilà, j'ai pas le zoom et tout, donc c'est un peu petit pour voir. Le C, c'est encore un autre. Je crois que ça, c'est tous du Spinosaurus. Alors... Non-Spinosaurine, Spinosaurides. Okay, donc ça, c'est pas Spinosaurus aegyptecus, du coup. Ah non, ils ont comparé, ils ont comparé avec d'autres cousins des spinosaures. Ah, et là, du coup, ils ont modélisé à partir des empreintes sur les os l'endroit où pouvait se trouver la glande à sel. C'est la reconstitution au niveau du crâne. Ah oui, oui, c'est ça, voilà. Oui, d'ailleurs, d'accord, c'est bon, j'ai compris les non-spinosaurides. Enfin, les spinosaures, pas spinosaures. Enfin, c'est dans les spinosauridés, mais c'est pas les spinosaurinés, genre là, si on regarde un peu cet arbre phylogénétique. Genre Baryonyx, tout ça. Par contre, chez les spinosaurinés, ça... ils ont l'air d'être plus adaptés à des milieux salés, donc à l'eau de mer. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu la morphologie, c'est assez différent, et pourtant c'est deux piscivores. Je vais rattraper le chat après. Hein. Ah là, on voit mieux. On voit mieux, on a même le nom des os et tout. L'os nasal, l'os préfrontal, le frontal, et les glandes à sel du coup qui se situent ici. On a même l'empreinte des vaisseaux sanguins, l'endroit où était l'œil, et du coup le canal pour excréter la solution salée. Parietal bone, ah oui, ça c'est l'os de la crête ça. Et la comparaison avec les oiseaux marins. Alors que je retrouve les pages, donc on va pas non plus faire 1 heure de lecture. Mais il y a des petits trucs un peu intéressants, genre notamment pour rester sur le milieu marin, comment prélever des fossiles dans l'eau. Parce que c'est une question en fait que je m'étais un peu posée avec le jeu du paléontologue. Et est-ce que dans le jeu du paléontologue, à un moment donné, on se retrouve à être dans l'eau? Et ben il y a des missions en mer pour extraire des fossiles. Alors après c'est... vous emballez pas non plus, c'est des microfossiles. Hein. On va être sur des foraminifères, tout ça. Donc on va lire quelques extraits du livre Paléontologie d'aujourd'hui. Qui a été fait par Sylvain Charbonnier et Patrick de Wever. Et la préface par Yves Coppen. Donc il a été édité par Ecosciences. Donc là c'est dans le chapitre sur le terrain. Et donc on va parler on va parler de comment extraire des fossiles dans l'eau. Comment ils font les paléontologues en milieu aquatique. Je vais relire ce coup. Donc mission en mer, l'eau recouvre les 3/4 de la surface terrestre et pourtant il est communément admis que les fonds marins sont moins connus que la surface de la Lune. Que peuvent-ils donc nous apprendre? Le submersible Nautile, lors de sa mise à l'eau et de sa sortie au large du Pérou. Si vous voyez bien là. Schéma du fonctionnement d'un carottier. Un carottier boîte. Le boîtier descend, mâchoire ouverte. Quand il est sur le fond, le fait de tirer sur le câble referme ses mâchoires, prélevant du sédiment, puis il remonte avec sa prise. Donc voilà comment ils font.
Et là, c'est les sédiments que tu obtiens. Sédiments provenant d'une carotte dans la mer d'Andaman qui borde les côtes de la Birmanie, de la Thaïlande et de l'Indonésie. Le sédiment est constitué d'une accumulation de micro-coquilles de formes variées, principalement des foraminifères planctoniques. Les grandes étendues marines ont fasciné des générations d'explorateurs et de naturalistes. Elles les ont conduits à s'interroger sur la nature des fonds marins et leur organisme. Depuis les toutes premières expéditions marines, des méthodes toujours plus sophistiquées rendent possible la collecte et l'étude du fond des océans. Aujourd'hui, des outils permettent le dragage des fonds marins pour récupérer les sédiments de surface et d'y réaliser des forages dans des sites parfois très profonds pour prélever en continu des carottes de sédiments jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Des submersibles autorisent aussi des observations et prélèvements directs lors de plongées. Les missions qui permettent la mise en œuvre de ces méthodes sont longues, lourdes en termes d'organisation et de déploiement, mais exaltantes. Elles sont une occasion unique d'étudier les caractéristiques des fonds marins actuels, de leur écosystème si particulier et des organismes qui y vivent. Elles offrent aussi la possibilité de remonter dans le passé grâce aux archives auxquelles elles donnent accès. Les sédiments des fonds océaniques sont en grande partie composés de l'accumulation au cours du temps des coquilles et de squelettes, notamment du plancton. L'étude des assemblages de ces fossiles, majoritairement microscopiques, et de leur composition chimique permet de reconstituer les changements de leur environnement, climat, courant, profondeur, latitude, variation de la fertilité des océans passés, bref, une partie de l'histoire de la Terre. Donc sur la première image, on retrouve Marion Dufresne, navire amiral des terres australes et antarctiques françaises, devant la base de Port-au-Français dans l'archipel des Kerguelen. Sur la deuxième photo, le navire Joint Resolution, de l'anglais Joint Oceanographic Institution for Deep Earth Sampling, qui effectue des forages océanographiques profonds. Donc là, ils font ça en pleine mer. Et il y avait aussi d'autres petits trucs que je voulais relire avec vous, notamment sur la partie des techniques, parce qu'il y a aussi la préparation des fossiles. Là voilà, l'extraction et préparation de fossiles de grande taille. Et sur la micro-préparation, je pense que je vais vous lire ces 2 pages-là encore. Et après, je ferai une pause et on passera au dessin. Extraction et préparation de fossiles de grande taille. L'étude des fossiles n'est souvent possible qu'après une préparation précise et minutieuse. La technique la plus adaptée est choisie pour parvenir à extraire le fossile dans les meilleures conditions. Au retour des missions de fouilles sur le terrain, un fossile est généralement encore emprisonné dans sa gangue de roches, renforcée par un plâtre coulé lors de l'extraction. Le dégagement mécanique consiste à enlever des pellicules de roche à l'aide d'une pointe. Pour cela, on utilise le micro-percuteur pneumatique, outil semblable à un petit marteau-piqueur de la taille d'un gros stylo dont la pointe vibre à l'aide d'air comprimé. Il permet de retirer rapidement la roche encaissante, mais transmet des vibrations dans le fossile. Il n'est donc adapté que pour les spécimens relativement solides ou épais. Au contraire, pour traiter les spécimens plus fins et fragiles, il est préférable d'utiliser une aiguille. Son utilisation est plus fastidieuse, mais elle présente l'avantage de ne causer aucune vibration. Le dégagement chimique consiste à plonger le spécimen brut dans un bain d'acide dilué. Cette méthode est utilisée lorsque la roche encaissante est majoritairement composée de calcaire. L'acide va dissoudre progressivement le carbonate de calcium de la matrice rocheuse, dévoilant progressivement le fossile. Cette méthode est risquée sur les spécimens fins et fragiles, cependant, elle permet de préparer des zones non accessibles avec un outil. Pendant et après une préparation, il est indispensable d'appliquer une colle liquide sur le fossile. Ce consolidant va permettre au plus profond du spécimen pour le renforcer jusqu'à ce qu'il soit suffisamment solide pour être manipulé. Donc on retrouve un petit peu ce que j'ai fait dans le jeu. Genre les outils où je savais pas trop ce que ça pouvait être, donc en fait on était plutôt sur un micro-percuteur visiblement. Donc là on a les étapes de préparation du fossile. Bon, je vous dis pas le truc, c'est assez graphique. Donc on le voit qui est en train d'être extrait. Et là voilà, après il est préparé, il est assemblé. Genre là on voit les vertèbres aussi qui commencent un peu à apparaître. Et voilà, c'est très minutieux. Là nous avons un paléontologue là, qui est en train de faire un grillage pour enlever le sédiment au fur et à mesure. Ça a l'air de prendre des heures et des heures, voire même des jours. Et du coup pour la micro-préparation, donc traitement des fossiles à petite échelle. Contrairement à ce qui semble évident,
La micro-préparation n'est pas le traitement de petits spécimens, mais le travail de dégagement à petite échelle, et ce peu importe la surface du fossile. La différence majeure entre cette technique de préparation et les autres est l'emploi de matériel pour augmenter la précision du dégagement du fossile. Ainsi, des outils d'augmentation visuelle sont employés, depuis les lunettes grossissantes jusqu'à la loupe binoculaire. L'outillage est assez similaire à celui utilisé en macro-préparation, à ceci près que son niveau de précision est plus exigeant, avec notamment des aiguilles affûtées en biseau très fins et de fines pointes de percuteurs. Le travail à l'échelle millimétrique ou inframillimétrique doit être particulièrement minutieux, car si un spécimen est traité à cette échelle, c'est parce qu'il est trop fragile ou trop précieux pour être traité en macro-préparation, où des détails importants pourraient être supprimés sans même que l'on en se rende compte. Les erreurs doivent donc être évitées pour ne pas endommager irrémédiablement le fossile. Avec le fort grossissement optique, le moindre déplacement est proportionnellement plus important sur une préparation aussi fine. La dextérité du préparateur est donc essentielle. Il faut aussi penser à consolider convenablement en sachant qu'à l'échelle millimétrique, parfois, la matrice se consolide mieux que le spécimen à dégager. Un simple coup de pinceau peut être dévastateur, si le préparateur n'est pas suffisamment précis, patient et concentré. Il s'agit donc en somme d'un travail similaire à la macro-préparation et paradoxalement assez différent avec des contraintes uniques. Donc là, il travaille sous loupe binoculaire. C'est très minutieux. Et là, donc, on a un fossile... Alors, c'est un crustacé, mais c'est lequel déjà? Micro-préparation de crustacés fossilisés. C'est des langoustes glyphées. Donc là c'est avant la préparation et après comment ça rend. Pareil ici, là, avant, après. Et voilà. Donc voilà pour ce Paléo Actu.